Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Présence protestante. Plus qu'une autre, l'année 2020 aura été une année difficile à traverser à cause de la situation sanitaire mondiale, de cette pandémie qui nous oblige à un premier confinement au printemps, puis un deuxième cet automne. Quant à l'avenir, il est incertain, entre l'espérance de l'arrivée rapide d'un vaccin et la crainte d'un reconfinement après les fêtes de fin d'année. Toute épreuve que la vie nous impose laisse des traces, des séquelles, des blessures. Nous pensons tout particulièrement à celles et ceux qui ont été emportés par cette pandémie, les deuils difficiles à vivre pour les familles, les violences conjugales et familiales en forte augmentation. Les personnes qui, par leur profession, auront été confrontées au drame, aux fatigues et aux remises en question. Nous sommes contraints d'accepter des changements radicaux dans nos habitudes de vie, dans nos manières de penser. Nous nous demandons quand nous pourrons reprendre la vie, notre vie, sans être freinés par toutes ces mesures de distanciation et les reports de nos rendez-vous festifs et fraternels. Quelles leçons en retirer pour mieux rebondir dans nos vies? Que va-t-il nous rester et comment allons-nous construire ensemble? Qu'aurons-nous appris de cette période? Quelles seront les choses essentielles qu'il ne faudra pas oublier pour mieux vivre demain? Toutes ces questions, nous ne pourrons pas y répondre, mais nous allons au moins essayer de les aborder pour tenter ensemble de dégager des pistes de réponse possibles. Nous accueillons sur notre plateau deux invités, le docteur Laurence Villain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste. Oui, en effet. Et monsieur Lambert Nyambi Christelle, vous êtes, vous, politologue. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors nous aurons une émission en deux parties et la première, c'est un petit peu l'état des lieux. Et une première question pour vous, docteur, qui êtes sur le terrain. Quel sentiment, quelle émotion vous éprouvez dans cette pénible période de Covid? Et je dirais que cela se passe en deux mouvements. La première vague, et là les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est boulot et chaos. Parce que le travail a été tout à fait structuré d'une autre manière. Nous travaillons beaucoup par téléconsultation. Et puis moi, je travaille dans une maison de repos et de soins. On va le voir tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, et donc là, je suis restée présente sur le terrain avec un autre confrère. Et là, on a dû s'organiser parce que c'était le chaos. On nous a envoyés au front sans fusil. Et donc, voilà, ça, ce sont les mots qui me viennent. Et puis, en émotion, il y a eu un peu la peur parce que c'était quelque chose d'inconnu. Remplacé par de la colère, parce que nous trouvons quand même que nous n'avons pas été gérés de manière optimale, et de l'amertume, parce que cette histoire de masque, par exemple, que l'on commande et on ne reçoit pas la commande, ou on reçoit la commande, mais les masques ne sont pas conformes, et tout ça, ça m'a beaucoup fatigué, bouleversé. Et pour vous? Alors, je pense que j'utiliserais le mot de stupéfaction. Vous savez, quand on est stupéfait, c'est qu'on est arrêté devant quelque chose qui nous surprend et on ne sait pas trop comment réagir. Lorsque la Covid est arrivée en Belgique, on ne savait pas trop comment réagir, pas trop quelle réaction avoir. Et puis la stupéfaction, c'est aussi une émotion qui vous prend et qui vous interroge, qui vous force à vous poser des questions. Et c'est ce que je vois. Beaucoup ont réagi sur le coup de l'émotion au départ, l'interrogation. On est plus dans une attitude de recherche maintenant. On va un petit peu plus loin. Et je pense qu'avec beaucoup de nos concitoyens, je suis dans cette attitude-là. Alors nous avons été faire un reportage dans une maison de repos et de soins de l'Entraide protestante et nous y avons rencontré la directrice Karine Neckelput et nous lui avons justement posé la même question qu'à vous, quel sentiment et quels mots mettre sur cette période. Nous regardons.
Alors l'émotion, c'est bien entendu une tristesse profonde d'être isolé, d'être replié sur soi. Et cette émotion est compliquée aussi bien pour les résidents qui sont dans une structure d'hébergement que pour le personnel qui a changé sa façon de vivre pour rester un personnel ayant la certitude de ne pas amener quelque chose de mauvais dans une maison de repos. Parce que c'est vraiment ce sentiment-là. Au début, on n'avait pas cette culpabilité-là, mais dans la deuxième vague, on a vraiment cette culpabilité-là. Donc on met tout en œuvre pour, dans notre vie au quotidien, d'arriver ici le plus sainement possible. Alors, il y a bien entendu le Covid qui est omniprésent et qui doit faire partie de notre nouvelle façon d'agir, mais ça doit rester ici une maison, et dans une maison, on vit. On doit pouvoir continuer à encadrer les gens avec leurs besoins qui sont personnels, on doit pouvoir être disponible pour eux et ne pas se focaliser simplement sur l'aspect sanitaire des choses. Il faut que le sanitaire suive pour que l'on ne fasse pas qu'on n'ait pas de problème, qu'on n'ait pas de catastrophe. Ce qui a changé, c'est que maintenant on est prêt, on sait à quoi on doit s'en tenir. Donc on va mettre tout en place pour que ça fonctionne et que on puisse être des professionnels sanitaires. Donc avoir vraiment cette notion de protection sanitaire. Ce qui change aussi, c'est que l'on est un peu épuisé. Donc, notre énergie du départ, les batteries sont basses, mais chaque jour, eh bien, on est attentif à pouvoir rendre cette énergie et surtout rester des professionnels avec l'envie d'entreprendre et l'envie surtout, encore une fois, de continuer un travail de vie dans l'institution. Alors ça, c'est très pénible parce que la fatigue, que ce soit mentale ou physique, c'est compliqué à gérer. Mais je pense qu'on va y arriver. Docteur Villain, on vous a vu dans ce reportage, vous travaillez dans cette institution, cette maison de retraite. On vous a vu en tenue complète, presque de scaphandrier, on va dire ça comme ça. Après, on vous a vu quand même dans une autre tenue. Mais ce genre de choses, ça a changé complètement les relations avec les patients. Oui, mais c'est vrai que lorsque l'on entre dans une chambre maintenant, il faut décliner son identité, ils ne nous reconnaissent pas parce qu'on est habillés tous de la même façon, que ce soit les infirmières ou les médecins. C'est impressionnant pour... Oui, mais ils sont habitués. Vous seriez curieux de vous rendre compte combien les personnes âgées s'habituent très vite. Ils sont beaucoup plus souples que d'autres. Ils s'habituent dans leur milieu, ils sont... Voilà. Oui. Bien sûr, ils sont en détresse parce qu'ils ne voient plus leur famille, en tout cas plus du tout de la même façon. Vous avez vu dans le reportage, ça peut être par vidéoconférence, je dirais, ça peut être au travers de la vitre ou au parloir, puisque nous avons aménagé des espaces de rencontre avec un plexiglas. Il a fallu se réinventer. Mais moi, je suis peut-être à tort, je ne sais pas, très proche de mes patients, et ça n'a pas changé mes habitudes. Et Monsieur Lamère Diambi, ça change la vision du monde aussi ? Ça oblige à changer complètement son regard sur le monde ? Ah oui, je pense que là, on traverse une situation qui est historique et exceptionnelle, où là, l'entièreté pratiquement de la population du monde, rendez-vous compte, fait face aux mêmes problèmes. Et donc on est renvoyé non seulement à des situations qu'on découvre, on est nombreux à se réinventer épidémiologistes amateurs, et en même temps, on est renvoyé à nous-mêmes. Quels sont les présupposés sur lesquels notre vie est bâtie, parce qu'on est bousculé jusque dans nos habitudes quotidiennes, dans nos relations, même les plus intimes. Et c'est surtout dans la finitude humaine, où touche à deux choses presque sacrées. L'homme qui se sent, et il le savait, mais ici principalement avec ce virus invisible qui nous met tous à genoux, c'est sa finitude qui est en jeu, mais aussi quelque part les limites de la science. Ah oui, absolument. Je pense que si, jusqu'à récemment, on nous disait l'être humain est un être fragile, alors philosophiquement, bien sûr, on peut adhérer à cette idée. Alors là, on a vraiment l'exemple à
à l'échelle de la société. On est fragile, on est limité. Et puis, lorsqu'on voit des spécialistes parfois s'écharper et être en désaccord, on se rend compte qu'en fait, nos bases sont peut-être moins stables qu'on le pensait. Oui. Oui, et alors, oui, justement, avec ces pensées tout à fait différentes entre scientifiques, les politiques, qui mènent la danse finalement? Qui décide? Pour le citoyen normal, on a un peu difficile. Parfois, on avait des lois différentes, contradictoires, mais finalement, qui décide? Mais je pense que là, on touche à un des fondements, sans doute, de la façon dont notre société fonctionne. Beaucoup d'entre nous, nous avons quelque part foi en la technique, en la science et en l'expertise. C'est comme ça que nos sociétés sont construites. Mais on se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs arts, plusieurs disciplines. On a besoin de toutes sortes de profils dans la vie. Et les politiciens, bien sûr, ils doivent écouter la voix des scientifiques, mais il n'y a pas que. Les politiciens sont responsables de la vie de la société. Il y a tellement d'autres choses que simplement l'expertise et la science. Alors, on peut en être choqué et parfois même s'en offusquer. Pourquoi est-ce que les politiques ne suivent pas l'avis des scientifiques, en tout cas de ceux que moi j'écoute? Mais c'est une question à se poser à nous-mêmes aussi. Parce que le philosophe Frédéric Lenoir, citant lui-même Comte Sponville, disait « c'est quand même une société où les experts prennent le pas sur les politiques et ça leur pose problème ». Mais en même temps, on s'est aperçu que quand les politiques n'écoutent pas les experts, ça risque de courir à la catastrophe. Alors vous, en tant que médecin, comment vous vous situez dans ce débat entre experts scientifiques, médecins, et puis des politiques Alors on est bien conscient en tant que médecin que on ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'il y a la politique derrière, il y a l'économie. Mais moi, j'aurais tendance à dire que je suis les experts. Pas tous, parce qu'il y a des experts... Ils ne sont pas tous d'accord. Ils ne sont pas tous d'accord, et puis il y en a qui me paraissent plus farfelus que d'autres. En toute modestie, mais c'est vrai, ils ne sont pas toujours d'accord. Ça, c'est clair. La question de l'école, qui est d'actualité, puisqu'on vient de reprendre l'école lundi, moi, ça me pose un problème. Parce que l'arrêt de congé de Toussaint, des 15 jours de congé de Toussaint, chez moi et chez mes confrères de la région de Mons-Borinage, ça nous a quand même démontré une diminution de la progression de la contamination. C'est l'école ou c'est le confinement? Moi, je pense que le confinement, il n'est pas suivi à la lettre, loin de là. L'arrêt de l'école, c'est l'arrêt de l'école, et ça, bon, il n'y a plus d'école, ça va. Les gens s'y conforment. On le saura dans 10 jours. Mais voilà, on le saura dans 10 jours. Mais le confinement, là, permettez-moi de vous dire que moi, je trouve que les gens ne se sont pas confinés correctement. Alors, peut-être, j'ai lu dans un article que l'arbre peut cacher la forêt, l'arbre étant le Covid. Et c'est vrai qu'il y a tous des thèmes dont on ne parle guère plus aujourd'hui et qui font beaucoup plus de victimes finalement que le Covid. Hein, je cite par exemple la faim dans le monde ou les victimes de la pollution, la pauvreté qui augmente. Qu'est-ce qu'il faut en penser de tout cela? Est-ce que le Covid ne serait pas là pour nous cacher quelque chose? Alors, c'est peut-être paradoxal, mais je suis d'accord avec cette affirmation. Je pense au fait que le Covid cache, mais en même temps révèle. Comme toute crise, en fait, une crise est aussi un révélateur. Effectivement, ça, je pense, c'est à cause de la couverture médiatique. Voilà, n'importe quel journal télévisé le soir, 75% du programme est focalisé sur un seul sujet, alors qu'on sait qu'en même temps, et parfois à cause de cette pandémie, il y a des conséquences sur l'économie, sur le chômage, la pauvreté explose, la faim dans le monde. Les violences conjugales ou familiales. Exactement, qui sont elles-mêmes une conséquence directe des mesures de confinement qui, par ailleurs, je suis parfaitement d'accord, ont un effet extraordinairement positif sur le fait de freiner l'avancée de la pandémie. Donc, alors ça cache d'autres problèmes, mais peut-être que ça en révèle d'autres. Est-ce que notre regard, notre soin, les relations que nous avons dans notre société avec les personnes les plus faibles, l'importance des relations humaines, l'importance de travailler, tout ça, ce sont des nouvelles questions qui sont suscitées et tant il est vrai qu'il faut blâmer ou s'attrister du fait que de gros problèmes sont masqués,
il faut aussi peut-être se féliciter qu'il y a des questions qu'on ne se posait pas jusque maintenant et que maintenant on peut se poser en toute franchise. Sommes-nous à la veille d'un changement de société? Alors je pense que la société, elle change tout le temps. D'un grand changement. Alors je pense aussi que là, on est sans doute, c'est peut-être un abus de langage, mais on vit une sorte de traumatisme. On est entouré par des discours de mort et de risques et de dangers. Le cours normal de notre vie est sans cesse bousculé. Et ça, on va s'en souvenir longtemps. Je pense que dans 10 ou 20 ans, les jeunes qui arriveront à l'université se souviendront de 2020 lorsqu'ils étaient petits enfants. Donc oui, ça va nous marquer. Est-ce que la société va basculer? Ça, c'est une question qui est vraiment compliquée parce que... Mais basculer, ça ne veut pas dire négativement. On peut basculer positivement, mais alors comment on prépare ça? Oui, ça dépend de nos perspectives. Mais je pense que cette crise nous interroge aussi sur notre façon de résister ou d'être ancrés lorsque tout autour de nous bascule et est chamboulé. Quel est notre ancrage? Quelles sont nos assurances? Et puis sur quelles présuppositions, sur quel article de foi ma vie est-elle bâtie et qu'est-ce qui va donc m'aider à traverser des circonstances difficiles. Alors, comment allons-nous rebondir? C'est la deuxième partie de cette émission et nous retournons retrouver notre directrice de la MRS dans le Borinage, Karine Nickelput, qui va affirmer un certain nombre de choses et nous donner quelques pistes. Nous l'écoutons. J'ai 35 ans d'institution, à la fois attachée à une direction et 25 ans en direction. Et je me dis que toujours, il faut être curieux et il faut avancer et il ne faut pas se laisser abattre. Parce que c'est vrai que le Covid, on aurait tendance à se refermer sur soi. Mais ici, non. On a vraiment des challenges, on a vraiment des objectifs à atteindre, notamment dans le fait que quelle que soit l'épidémie qui vient, qui arrive, on doit pouvoir innover et trouver des moyens de s'en sortir. Et c'est ça que je retiendrai, moi, en tout cas dans la deuxième vague. Alors l'avenir, évidemment, elle est avec quand même encore et toujours le Covid, donc nos habitudes de travail. Les choses vont changer, mais avant tout, il faut que ça change partout. Nous pourrons permettre aux résidents d'avoir une vie tout à fait normale si ceux qui viennent dans notre institution gardent les mesures et font bien attention à eux. La relation aux résidents, la présence des familles, qui était déjà très importante dans l'institution. On a toujours laissé une place aux familles. Ici, moi, ça me fait mal de devoir réglementer une visite par semaine dans des sas, sécuriser, désinfecter, etc. Donc, on va veiller à ce qu'en tout cas, la vie puisse reprendre en toute sécurité. Mais donc, que le bâtiment ouvre ses portes et que l'on puisse, en bonne intelligence, en tout cas, passer ces épreuves-là, quoi. Voilà. Les maisons de repos, on a vécu des choses difficiles, mais on a surtout vécu beaucoup d'élan de solidarité. Et qu'à un moment, heureusement que l'on avait aussi les gens du voisinage qui pensaient à nous, qui venaient nous soutenir et qui soutenaient les résidents. Vous avez ici un cadre merveilleux qui a permis aux familles de garder un contact visuel avec leurs résidents. Donc ça, on a vraiment mis tout en place pour que ce soit possible. Et je dirais qu'il ne faut pas se laisser abattre et qu'il faut voir l'avenir en étant confiant. La directrice a parlé de solidarité, en tout cas, elle a exprimé ce sentiment de solidarité. Docteur Villain, la première vague, il y avait des gens qui applaudissaient dans toutes les villes de Bruxelles tous les soirs à 20h. La deuxième vague, rien du tout. Non. C'est comme si la solidarité avait disparu. On est lassé de la solidarité. Sans doute, mais je pense que les gens... Pour ma part, je trouve que les gens n'ont pas appris de la première vague parce que leur attitude au départ de la deuxième vague le prouve. On dirait qu'ils
Ils n'ont pas emmagasiné ces informations de mars, avril, mai, parce que leur attitude, il faut réapprendre tout le temps. Mais la solidarité, nous, on l'a quand même bien vécue dans la maison de retraite parce que toutes les équipes se sont soudées, donc les soignants, les infirmières, les médecins, enfin, certains médecins, les gens du nettoyage, la cuisine, tout le monde, les ergothérapeutes, tout le monde Et a vous fait bloc. retrouvez la même chose dans la deuxième vague? Oui, pour nous, oui. C'est ça. On a eu du mal. La mise en route a été très difficile parce que les équipes, l'ensemble des équipes étaient vraiment très fatiguées. Donc, c'était difficile. Ils ont dit on ne saura pas faire comme on a fait au mois de mars. Et puis, les puis on le jours fait quand passent et je vois que c'est de nouveau la même chose et tout le monde s'y met. Les kinés servent les repas, donnent à manger. Enfin voilà, tout le monde travaille ensemble. On est un bloc et on fait face. Alors qu'à l'extérieur, ça a été l'appel à la liberté individuelle. C'est ma liberté, je veux pouvoir faire la fête, je veux pouvoir voir mes amis quand je veux, Et le déconfinement a été une espèce d'énorme retour en arrière, ce qui a posé de gros problèmes. Parce que quand la liberté devient une revendication égocentrique, ça n'a plus de sens dans la société. Plutôt que de dire « j'offre ma liberté », et donc, je vis les astreintes, les contraintes. Je n'ai pas le droit de rouler à plus de 120 km/h sur une autoroute. Voilà. Je pourrais aussi dire, je veux ma liberté, je veux rouler à 200 km/h. Alors que là, d'un seul coup, on ne veut plus les règles. Oui, je pense que ça touche à ce qui est très bien démontré dans le contexte de cette maison. C'est que la liberté doit se vivre dans un cadre relationnel. On n'est pas libre pour soi, on est libre avec les autres. Et donc, pour être... On est libre pour les autres? On est aussi libre pour les autres. Et donc, la liberté, dans ma compréhension, en tout cas, si elle est dans un contexte relationnel, elle doit être accompagnée par une forme d'autolimitation. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on accepte tout, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas critique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne remet pas en cause, parce que la liberté, c'est aussi la liberté de penser et la liberté de parole. Mais dans une situation où il est important de se serrer les coudes, dans une situation où il est important d'affronter ensemble un mal qui nous assaille, il est nécessaire de pouvoir faire le sacrifice, au sens biblique, le sacrifice est une offrande de certaines choses qu'on aurait souhaité pouvoir faire ou souhaité pouvoir être. Mais malheureusement, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile, mais vous disiez tout à l'heure que ça dépend de la base qu'on a. Oui. La base philosophique, spirituelle, Oui. qu'on a chacun en soi. Oui. Est-ce que ça change dans la vie de médecin, du politologue qui regarde la société? Est-ce que ça change? Moi, je pense que oui. Combien de fois ne me suis-je pas dite au début de la première vague, mais si je ne pouvais pas compter sur Dieu, mais qu'est-ce que je deviendrais? Ça a été vraiment pour moi quelque chose de fondamental. Je me suis sentie très soutenue. Et je trouve chez mes patients, en dehors de la maison de repos, et nous en parlions encore cette semaine avec une patiente, elle m'interrogeait là-dessus parce que mes patients connaissent mes positions philosophiques. Et elle me disait, j'aimerais pouvoir croire parce qu'il me semble que ce serait plus facile à supporter. Cette situation serait plus facile à supporter. Ce n'est pas l'opium du peuple, ça? Alors oui, potentiellement. Mais je pense qu'il faut surtout faire face à la réalité et faire face au fait qu'on a devant nous une situation qui est inédite et qui est un véritable challenge, un défi pour notre bien-être psychique. Et réaliser qu'il y a en fait une espérance sur laquelle on peut s'appuyer lorsque l'on est croyant. Je pense aussi qu'il y a la réalité de la communauté. L'Église est une communauté. Alors, on vit une autre forme de communauté, puisqu'on peut plus se voir. C'est souvent par écran interposé, au travers de la technique. Mais c'est une grâce, je pense, de pouvoir être entouré de personnes qui vont continuer
à nous titiller, nous remettre en question, partager leur joie, ou avec lesquels on peut nous-mêmes partager ce que l'on vit. Entrer en questionnement, parce qu'il y a aussi des questions. Absolument, absolument. Je pense que c'est sans doute une contribution du protestantisme à la société, qui est de pouvoir cultiver cette remise en question, hein, ce miroir, au miroir de la parole de Dieu, au miroir aussi du visage de l'autre au sein de la communauté. Qu'est-ce qui bloque, finalement? Nous avons des religions, nous avons des spiritualités, nous avons plein de bonnes pensées dans notre société. Pourquoi l'être humain est si lent à changer ce qu'il faut changer pour aller vers un mieux? Il n'aime pas le changement, je pense, l'être humain, parce que ça change ses habitudes. Mais je pense que ce qui manque le plus dans notre société, c'est peut-être très simpliste, mais c'est l'amour. Tout simplement parce que je pense qu'il faut aimer l'autre pour respecter sa liberté. Et voilà, je pense que quand on a dit ça, on a tout dit, parce que même dans cette histoire de confinement, il faut que les gens aiment l'autre, parce qu'il faut qu'ils acceptent de se priver de certaines choses par amour pour les autres. C'est ce qu'on a reproché à Donald Trump, finalement, de manquer d'empathie. C'est le politologue que j'interroge, sans entrer dans le débat des élections américaines, mais finalement, c'est ce qu'on lui a reproché. Et c'est peut-être pour ça qu'il a perdu ses élections. Ah oui, c'est sûr que ce sont des choses qui lui ont été reprochées. C'est des choses que peut-être parfois on peut se reprocher à soi-même. Bien sûr. Oui, nous aussi. Nous n'avons pas plus facile, finalement. Mais je pense que c'est une grande invitation pour chacun d'entre nous. Je parlais tout à l'heure des articles de foi sur lesquels nous basons notre vie. Je pense que la crise actuelle jette à notre société cette question. Est-ce que je bâtis ma foi sur une poursuite de la sécurité, de la sûreté à tout prix, à 100%, ou est-ce que je vis ma vie en relation avec les autres, quitte à me remettre moi-même en question? Eh bien voilà, la remise en question est capitale. Effectivement, un médecin disait que pour guérir, on a besoin d'espérer. Allons chercher cette espérance là où nous pouvons, là où nous voulons. Et c'est ici, avec cette pensée, que nous terminons cette émission Présence protestante. À très bientôt. Merci, au revoir.